C'est ce qui s'appelle finir en beauté. La Belgique décroche la 3e place à la Coupe du Monde de football en battant l'Angleterre 2-0 dans la petite finale. Emiliano Bonfili nous attend en direct en Russie. Bonsoir à tous, bienvenue, voici les autres titres de ce RTL Info 19h. Michel Lelièvre demande sa libération sous bracelet électronique. L'ancien complice de Marc Dutroux a déjà purgé 22 des 25 ans de prison auxquels il avait été condamné. 9 personnes sont mortes suite à une infection à la bactérie Listeria en Europe. Un producteur belge de légumes surgelés est pointé du doigt. Les tout premiers témoignages des enfants qui étaient restés coincés 18 jours dans une grotte en Thaïlande. Ils devraient pouvoir quitter l'hôpital ce jeudi. Léger couac ce matin au défilé du 14 juillet à Paris. De petites erreurs qui n'ont cependant pas gâché la fête nationale française. Et puis c'est sans doute l'avenir de la bande dessinée. La BD numérique débarque en Belgique. Un concept qui fait déjà fureur en Asie. Les Diables quittent donc ce soir cette Coupe du Monde avec les honneurs. Leur victoire cet après-midi 2-0 face à l'Angleterre en petite finale leur donne accès à la 3e place. C'est la meilleure performance de leur histoire dans cette compétition. Mieux encore qu'en 86. Des joueurs, un coach, Roberto Martinez et tout un staff qui nous ont fait rêver et vibrer pendant un mois tout au long de ce tournoi en Russie. Avant de revenir sur ces 2 buts, la joie évidemment des supporters. Bien sûr, l'enjeu n'était plus le même. Les fans étaient parfois moins nombreux devant les écrans géants. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'ambiance, elle, soit pareille à celle des matchs précédents. À Jambes, Fanny Dehaye, Aline Lejeune. La Belgique éliminée de la Coupe peut compter sur la ferveur de ses supporters pour cette petite finale. Début de match, devant l'écran de Jambes et sous une chaleur étouffante, les Belges sont moins nombreux que lors des matchs précédents, mais il suffit de 4 minutes pour retrouver l'ambiance des débuts. On doit l'avoir, ces victoires. On doit l'avoir. On est bien. On essaye de faire le jeu, on ne cache pas, on ne cache rien. On a impliqué ça depuis le début. J'espère que ça va aller pour nous. En fait, je suis belge, hein, mais j'habite en France, donc du coup, c'est un bon match. Ils ont mal joué contre la France, mais là, ça va. Alors, quand Hazard assure la 3e place des Diables en 2e mi-temps, les supporters portent haut leurs couleurs, leur fierté, leur unité. Ils ont été forts, ils ont été battants jusqu'au bout et ils méritent qu'on soit là, tous ensemble. On ne sera jamais remis de cette défaite, mais la 3e place, c'est historique. On voit votre t-shirt. On savait qu'ils allaient gagner aujourd'hui? Ouais, j'étais sûr. J'étais sûr, certain. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont emmenés où il fallait, ils sont uniques, exceptionnels. Vive la Belgique! Mérité, vraiment. Et on mérite d'être champion, je pense. On mérite d'être champion. Une joie similaire à celle partagée partout ailleurs en Belgique. Ce dernier match des Diables a donc été une réussite avec 2 buts signés Thomas Meunier et Eden Hazard, des Belges qui vont donc quitter ce tournoi avec un total de 6 victoires en 7 rencontres. Serge Vermeuren. Terminer la compétition par le même enthousiasme et faire honneur aux supporters, au pays et à l'image de la Belgique. Les Diables assurent d'emblée le spectacle. 3 petites minutes de jeu et Thomas Meunier, l'ancien attaquant devenu défenseur, retrouve ses sensations de buteur. 1-0, Meunier, 10e Diable différent à marquer dans ce mondial. Les chiffres ne trompent pas. Les Belges prennent le match au sérieux et sont appliqués. Pas question de rester sur cette douloureuse défaite face à la France. Sur la ligne d'attaque, la reprise d'Alderweireld passe un rien au-dessus. Et quand les Anglais arrivent enfin à nous bousculer, il y a toujours le même Alderweireld, mais sur sa ligne de but, pour écarter le danger. La Coupe du Monde touche à sa fin, moment choisi par nos joueurs pour nous offrir un dernier feu d'artifice. Quelques secondes de bonheur à travers un ballon qui se balade de diable en diable. Technique, fluidité, tout y passe, sauf ce brin de réussite qui aurait pu offrir à Meunier le but de ce mondial.
Qui d'autre que le capitaine peut écrire la dernière ligne de cette fabuleuse histoire? Eden Hazard conclut ce chapitre russe. Un troisième but pour convaincre le monde qu'il est bien le meilleur joueur du tournoi. La Belgique signe une 6e victoire en 7 rencontres. À l'image de tout un pays, nous ne sommes pas prêts d'oublier l'aventure. Et pour la dernière fois, on va retrouver notre envoyé spécial en Russie, Emiliano Bonfili. Bonsoir Emiliano, c'est donc une fin de parcours ce soir très honorable pour les Diables. Exactement Luc, très honorable puisque vous l'avez dit, il s'agit du meilleur résultat en Coupe du Monde pour une équipe belge, la 3e place. On peut dire que c'est la meilleure génération qui ait connu notre football, puisque avant cette 3e place, il y avait eu aussi 2 quarts de finale, un à l'Euro et un à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, et 2 quarts de finale d'affilée, ça n'arrivait pas souvent non plus. 7 matchs joués, 6 victoires, une seule défaite face à la France en demi-finale, 16 buts marqués avec 10 buteurs différents. Seulement l'Italie en 2006 avait réussi cela et la France en 82. Ça montre que le danger venait de partout dans cette équipe. Ça montre qu'il y avait du beau football, puisque beaucoup d'analystes, d'experts et d'anciens joueurs ont qualifié cette équipe de Belgique comme produisant le plus beau football de la compétition. Ça a été le cas de Ruud Gullit qui l'a dit il y a quelques instants, ou encore Jamie Carragher qui a ajouté, Jamie Carragher, joueur anglais, que Eden Hazard devait être élu meilleur joueur du mondial. Donc ça fait beaucoup de louanges pour notre équipe nationale, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une petite déception de ne pas avoir atteint la finale, mais franchement, ça veut dire aussi que les exigences sont élevées, et ça prouve surtout que notre équipe nationale fait partie des grandes nations qui comptent dans le monde du football. Et vous aussi, Emiliano, vous allez rentrer ce soir après un mois passé en Russie. Comment l'avez-vous vécu, ressenti cette Coupe du Monde? On peut dire que c'est un pari réussi en termes d'organisation pour les Russes? Oui, sans conteste, Luc. C'est un pari réussi pour la Russie, parce que c'est vrai qu'avant d'arriver en Russie, il y avait des craintes, notamment par rapport aux hooligans russes. Et franchement, lorsque vous vous promeniez sur la place rouge à Moscou, eh bien, c'était une atmosphère de fête avec tous les supporters qui se côtoyaient, qui se croisaient. Les Sud-Américains mettaient vraiment de l'ambiance dans les rues ici en Russie. Donc à ce niveau-là, au niveau de la sécurité, ça a été un pari réussi. Et puis au niveau des infrastructures, eh bien, les stades étaient vraiment modernes, des stades impressionnants, époustouflants dans les 4 coins du pays. Et puis aussi au niveau des transports, le pari a été relevé et l'économie s'en est évidemment bien portée. L'accueil a été également très très bon ici. Donc vraiment, ce mondial en Russie a été une très grande réussite. Merci à vous Emiliano, et merci aussi à Pascal Noriega et Nathanaël Poli, toute l'équipe d'RTL qui a couvert l'événement sur place et qui a vraiment fait du très bon boulot. À chaque match, les supporters ont donc répondu présent pour soutenir les Diables, et beaucoup se sont retrouvés devant les écrans géants. Pour ceux qui les ont mis en place, l'heure est donc ce soir au bilan, et il est apparemment assez satisfaisant. Exemple cet après-midi à la Hulpe avec Claire Sadzo et Redjab Ahmetaj. Des étoiles dans les yeux et toujours cette même ferveur pour nos Diables. Même sous un soleil de plomb, les supporters tiennent à se rassembler à la Hulpe. C'est super, on a des amis, il y a un match, un grand écran, c'est extraordinaire. Non, c'est vraiment le lieu pour regarder les matchs. Un public au rendez-vous, comme à chaque match des Belges. De quoi rassurer les organisateurs. Je ne vais pas vous mentir, on est effectivement rentré dans nos frais. Bilan positif pour cette équipe qui a misé gros. Sécurité, infrastructure, location de l'écran, près de 40 000 € au total. Le secret de leur réussite est gardé bien au frais. Ici, la bière coule à flot et rapporte gros. Pour le Brésil, par exemple, je prends un cas, on a écoulé 62 fûts de bière, ce qui récolte quand même 15 000 verres faciles de verre de bière. Donc j'avais mes amis qui sont derrière moi avec des crampes au bras. Bière et mojito dans toutes les mains, les hamburgers et les hot dogs quant à eux resteront dans les frigos. À la mi-temps, en général, nous avions 50 personnes ici devant. Et là, nous deux, quoi. Pas question de bouder pour autant. Pour les 30 bénévoles et les organisateurs, la motivation est là comme au premier jour. C'est une super expérience au niveau social, au niveau organisation. C'est du vécu pour le futur. Les organisateurs rêvent de voir les Diables briller sur la scène mondiale à nouveau. Ils parlent déjà d'une prochaine édition dans 4 ans.
Et comme chaque soir, on vous retrouve, Anne Ruet, bonsoir. Bonsoir Luc. Les Diables vont donc rentrer en Belgique dès ce soir, Anne, et ils ne reviendront pas les mains vides. Non, parce que outre l'honneur et la fierté, il y avait aussi une jolie opération financière à réaliser. Avec cette victoire et cette 3e place acquise, eh bien, la fédération belge est assurée de recevoir un petit peu plus de 20 millions d'euros. Chaque joueur va lui percevoir 313 000 euros. C'est une prime qui avait été négociée avant le début du tournoi et les joueurs ont consenti à faire, entre guillemets, un effort pour diminuer la prime par rapport au précédent tournoi. Mais c'est vrai que cette année 2018 s'avère véritablement rentable pour l'Union belge qui va pouvoir développer des projets en termes d'infrastructures et soutenir également le football amateur. Alors cette dernière victoire va rendre évidemment leur retour encore plus triomphal. On attend d'ailleurs beaucoup de monde demain dans les rues de Bruxelles pour les accueillir. Quel est le programme, Anne ? Avant cela, juste une précision importante, l'Union belge souhaite que les supporters n'aillent pas à l'aéroport ce soir. C'est important parce que les Diables Rouges... rentrent déjà cette nuit. Ils rentrent déjà cette nuit, il ne faut pas aller à l'aéroport parce que l'espace ne sera pas accessible tout simplement pour les supporters. Bref, ils font se concentrer sur le programme de demain. Le programme officiel. Justement. Et les Diables Rouges vont rejoindre le château de Laken vers 12h30 pour une réception. 1h30 plus tard, ils vont monter à bord d'un bus ouvert pour saluer les supporters tout au long du trajet durant 1 heure avant d'arriver à l'hôtel de ville où ils se présenteront au balcon. Et là, la communion avec les fans est prévue durant 1h30 avant d'évidemment laisser partir les joueurs, rejoindre leurs proches et assister à la finale prévue à 17h. Alors le parcours, je vous propose de le voir en détail parce qu'il débutera du côté du Mont des Arts pour rejoindre la place Saint-Jean, la rue du Lombard et enfin donc l'hôtel de ville où on attend environ 8000 supporters demain. Et maintenant, Anna, quand le prochain match des Diables en compétition ? Je sens chez vous une certaine impatience. Bah oui, moi j'ai envie de les revoir. Mais oui, elle est partagée par tous les supporters. Alors il faudra laisser passer l'été. Le prochain regroupement des Diables Rouges est prévu début septembre avec un match amical contre l'Écosse. Et puis, ce sera le coup d'envoi d'une toute nouvelle compétition internationale, la Nations League, qui marque d'ailleurs, pour la petite histoire, le retour des Diables Rouges sur RTL. Le premier rendez-vous est fixé le 11 septembre. Il y aura 4 matchs entre septembre et novembre 2018 avec 2 adversaires que l'on a pu suivre d'ailleurs durant cette Coupe du Monde, l'Islande et la Suisse. Et avec vous, j'imagine. Bien sûr. Alors pour l'anecdote, on retiendra aussi que la STIB a encore frappé dans les couloirs du métro bruxellois. Mais oui, parce qu'en cette fin de tournoi, on peut remettre des prix. Eh bien, la palme de l'originalité est remise à la STIB, et oui, qui a rebaptisé, vous le savez, ces stations de métro. On se souvient du encart de finale. Et bien là, c'est Eden Hazard qui a été célébré, Hazard-Lois. Alors, ils ne sont pas seulement originaux, ils sont même prévoyants. Ils portent chance visiblement, puisque Eden Hazard a été buteur cet après-midi. Merci à nous. On vous retrouvera un peu plus tard dans ce journal pour évoquer la finale de cette Coupe du Monde qui aura lieu également demain. Je vous rappelle aussi que vous pourrez suivre en direct sur RTL TVI ce retour des Diables Rouges en Belgique. Rendez-vous demain dès la fin de matinée pour une édition spéciale RTL Info. Dans le reste de l'actualité chez nous, l'adolescent verviétois qui avait été porté disparu hier soir au lac de Butchenbach a été retrouvé sans vie cet après-midi après de longues recherches menées par les services de secours. Le jeune homme de 17 ans s'est apparemment noyé en tentant de traverser le lac à la nage. Ce sont des images de Julien Raouet. 2 incendies, dont un hier soir au même endroit en une semaine. C'en est trop pour les habitants d'un quartier de Charleroi qui s'inquiètent et qui demandent aujourd'hui aux autorités communales d'intervenir. À chaque fois, ce sont des bâtiments abandonnés mais squattés qui sont la proie des flammes. Justine Roldan-Pérez, Gaëtan Zanqueta. L'incendie s'est déclaré vers 22 h hier. Des pneus, des déchets, rapidement tout s'enflamme, provoquant un important dégagement de fumée. Une situation devenue fréquente pour les habitants de la rue Bosquéville, où plusieurs bâtiments sont complètement à l'abandon. C'est toujours ainsi, c'est sale, on fout le feu tous les 4 jours, il y a des pompiers dans la rue et puis on se sent en insécurité. Il y a beaucoup de squatteurs, de toxicomanes et puis les incendies à répétition, c'est très dur quoi. Patrice vit ici depuis 32 ans. Il a vu la situation se dégrader ces dernières années. Il ne sait plus quoi faire face aux squatteurs et aux incendies à répétition. Ils foutent le feu, c'est toujours comme ça, c'est ça sans arrêt. Il y a 5 ans que ça dure et on a beau demander, on a beau faire, mais il n'y a rien qui se fait. Monsieur Magnette ne veut rien faire. Quand on en a parlé la dernière fois, je lui ai dit, il m'a dit oui, mais c'est privé, donc la commune n'a rien à voir là-dedans. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait rien faire. Résultat, aujourd'hui, les habitants se sentent ici, en danger. Moi, personnellement, je ne peux pas laisser mes enfants traîner ici. Parce que c'est trop dangereux, trop de saleté, trop de tox, trop de drogue, trop de... Voilà. Il y a plus d'1 mois, la ville de Charleroi a envoyé un courrier au propriétaire pour qu'il sécurise les lieux. S'il ne répond pas, elle pourra lancer une procédure pour effectuer les travaux à la charge du détenteur du bâtiment.
Michel Lelièvre demande donc sa libération sous bracelet électronique. L'ancien complice de Marc Dutroux a déjà purgé 22 des 25 ans de prison auxquels il avait été condamné. Il avait déjà bénéficié de permission de sortie. Une façon, selon son avocate, d'encadrer sa libération dans l'intérêt de la société. Simon François, Bruno Spack. À 47 ans, Michel Lelièvre souhaite sortir de prison. Cela fait plusieurs mois qu'il prépare sa libération sous surveillance électronique. Cette année, il a bénéficié d'une dizaine de permissions et autres congés pénitentiaires qui se sont déroulés sans accroc. La volonté de M. Lelièvre a toujours été la même, à savoir de ne pas demander de libération tant qu'il n'aurait pas quelque chose d'extrêmement concret, quelque chose de très cadré, avec un véritable suivi. Et il est, lui, demandeur d'un dispositif conditionnel strict. Pour encadrer la fin de sa peine, une fois à l'extérieur, Michel Lelièvre souhaite bénéficier d'un suivi psychologique. Il aurait également trouvé une formation. Il y a 5 ans, Michel Lelièvre avait déjà entamé un plan de réinsertion. Lors d'une permission de sortie, il avait enfreint une des conditions qui lui étaient imposées, à savoir ne pas boire d'alcool. Cette expérience précédente lui aura ouvert les yeux sur le fait que non, la sortie n'est pas évidente et que les tentations sont grandes et qu'il faut réussir à y résister. Ici, il a passé non seulement les permissions de sortie, mais les congés pénitentiaires depuis de nombreux mois sans qu'un épisode pareil se représente. L'ancien complice de Marc Dutroux a été condamné pour enlèvement d'enfants, séquestration et trafic de drogue. La cour d'assises d'Arlon a fixé sa peine à 25 ans d'emprisonnement. Il a aujourd'hui passé 22 ans derrière les barreaux. Si le tribunal d'application des peines devait ne jamais accéder à ces demandes, eh bien, effectivement, au bout de 25 ans, on va lui ouvrir la porte et il va sortir et il n'aura absolument aucune condition à respecter. Il pourra aller où il veut, il pourra faire ce qu'il veut, il pourra rencontrer qui il veut, ce qui n'est pas souhaitable. Le tribunal d'application des peines se penchera sur la demande de Michel Lelièvre le 4 septembre prochain. Si elles le désirent, les victimes pourront être entendues lors de l'audience. Ce pourrait être un nouveau scandale alimentaire. Ces 3 dernières années, 9 personnes sont mortes d'une infection à la bactérie Listeria dans plusieurs pays européens. Pas de victimes en Belgique, mais une souche similaire a été retrouvée dans une usine en Hongrie qui appartient à un producteur belge de légumes, la société Grignard. Chez nous, plusieurs produits surgelés ont déjà été retirés de la vente par mesure de précaution. Céline Gransart, Michael Harvey. Tout commence ici, dans l'usine Grignard, située en Hongrie. La société, dont la maison mère se trouve en Flandre, est pointée du doigt dans le cadre d'une enquête sur la mort de 9 personnes contaminées par la listeria ces 3 dernières années. Par mesure de précaution, Grignard rappelle 18 produits surgelés vendus notamment en Belgique. C'est notamment distribué dans des Deleuze, Colruyt et autres magasins, mais eux-mêmes aussi ont placé des affiches dans leurs magasins. Donc le consommateur en Belgique est bien encadré, bien épaulé. Les légumes surgelés concernés sont vendus sous les marques Penguin, Deleuze, Everyday, Bonnie et Délice depuis le mois d'août 2016. S'ils sont toujours dans vos congélateurs, vous pouvez les ramener en magasin afin d'être remboursés. L'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire rassure, si elle trouve parfois des traces de listeria, c'est toujours en dessous du seuil réglementaire. Il n'y a aucun risque pour le consommateur, à condition de respecter les consignes de cuisson des aliments surgelés. Chauffer la denrée alimentaire permet de neutraliser les éventuelles bactéries présentes. Il faut rappeler qu'en Belgique, pour le moment, il n'y a pas de cas. On a tout retiré du marché. L'AFSCA a fait des analyses, c'était conforme. Donc on n'a pas lieu de s'inquiéter plus que ça en Belgique. L'usine Grignard en Hongrie a fermé ses portes le temps de l'enquête. Elle est menée à la fois par les autorités sanitaires hongroises et par la Commission européenne. C'est du jamais vu en Europe. 1,3 milliard d'euros ont été dégagés pour solder l'affaire Fortis. Une somme proposée par AGEAS, le successeur légal de la banque, pour dédommager les actionnaires lésés 10 ans après le démantèlement de la structure. Il devrait être 200 000 à bénéficier de cet argent. Thibaut Balthazar avec Thomas Quinet. C'est la fin d'un feuilleton vieux de 10 ans. La Cour de justice d'Amsterdam vient d'entériner le litige après plusieurs années de rebondissements judiciaires. Les actionnaires lésés de Fortis en 2007 et 2008 récupéreront une partie des sommes perdues, soit 1,3 milliard d'euros. On ne récupérera jamais, ou en tout cas les actionnaires ne récupéreront jamais la totalité de la perte. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Je pense que oui. Parmi les 200 000 actionnaires lésés à l'époque, des dizaines de milliers de Belges qui décident d'unir leurs forces. Tous se tournent alors vers la juridiction néerlandaise. Pourquoi la justice néerlandaise? Parce que c'est la seule justice européenne qui permet de faire un système à l'américaine de règlement collectif.
En Belgique, on ne peut pas le faire. Il faut que tout le monde fasse une procédure en justice. En 2014, le banque assureur AGA, successeur légal de Fortis, est déjà reconnu coupable par la Cour d'Amsterdam de communication mensongère pendant la crise des subprimes vis-à-vis de ses actionnaires. Il faudra donc 4 années pour négocier les sommes et les dédommagements des actionnaires avant un accord final tombé hier soir et cette somme de 1,3 milliard d'euros. Les actionnaires qui acceptent cet accord s'engageront à renoncer à toute poursuite judiciaire. Les premiers paiements seront effectués à la fin de cette année. À ne pas manquer dans la suite de ce RTL Info 19h, les festivités du 14 juillet à Paris, ce jour de fête nationale française avec quelques petits ratés pendant le défilé. On évoquera aussi cette lettre ouverte du personnel de cabine de la compagnie Ryanair qui explique aux passagers pourquoi il envisage de faire grève dans 10 jours. Et puis on reparlera foot à la veille de cette finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie en rencontrant notamment des supporters croates installés en Belgique. Mais d'abord, ces premiers témoignages des enfants qui sont restés coincés plus de 2 semaines dans une grotte en Thaïlande. 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur apparemment en pleine forme et qui pourront enfin sortir de l'hôpital ce jeudi. Simon François. Bonjour, je suis Note. Je suis en bonne santé. Merci pour votre aide. L'un après l'autre, les 12 joueurs de football et leur entraîneur s'adressent à la caméra. Depuis leur lit d'hôpital, ils remercient les centaines de sauveteurs qui les ont extraits de la grotte où ils sont restés coincés durant 18 jours. Parmi eux, Adoul Sam On, 14 ans. Il est le seul rescapé à parler anglais. Dans la grotte, il s'est improvisé interprète pour communiquer avec les plongeurs britanniques, premiers secouristes parvenus jusqu'à eux. Hello, je suis Adoul. Maintenant, je vais vraiment bien. Je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. Depuis mardi, les jeunes rescapés sont maintenus en quarantaine dans cet hôpital. Pour occuper leur journée, certains dessinent. Les équipes médicales sont confiantes à propos de leur état de santé. Ils devraient sortir de l'hôpital tous en même temps. Cela devrait avoir lieu jeudi, selon nos prévisions. Aux abords de la grotte, les équipes de secouristes nettoient le camp qu'ils ont installé au beau milieu de la forêt tropicale. Ce sauvetage hors norme les a mobilisés dans une zone isolée durant plus de 2 semaines. Une société de production hollywoodienne s'intéresse d'ores et déjà à leur histoire. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont assisté aujourd'hui à Londres à la traditionnelle cérémonie de commémoration des Belges tombés pendant les 2 guerres mondiales. Une cérémonie qui se tient depuis 84 ans en présence de détachements militaires et de vétérans belges et britanniques. Mais c'était la première fois dans l'histoire récente qu'un souverain belge y assistait. Il faut savoir que la Belgique est le seul pays au monde non membre du Commonwealth qui est autorisé à défiler en uniforme et en armes dans les rues de Londres. Un privilège accordé en 1934 par le roi George V en mémoire de son neveu, le roi Albert Ier. Passage en revue des troupes aussi ce matin dans les rues de Paris avec le traditionnel défilé militaire du 14 juillet qui donne, comme chaque année, le coup d'envoi des festivités de la fête nationale française. Défilé marqué par quelques légers couacs cette année. Mélanie Renda. La patrouille de France ouvre le défilé aérien à l'aide des traditionnels fumigènes bleu, blanc, rouge. Sauf que cette année, une petite erreur de couleur s'est glissée, ce qui a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux. Quelques minutes plus tôt, c'est du côté des motards de la garde républicaine que l'erreur est arrivée. Ils effectuaient des tours réglés au millimètre jusqu'à ce que 2 d'entre eux entrent en collision sous les yeux et les applaudissements du président français. Au-delà de ces quelques couacs, Emmanuel Macron a descendu les Champs-Élysées comme prévu, avant de laisser place au traditionnel défilé armé. À droite, le drapeau japonais. À gauche, celui de Singapour. Les 2 pays, invités d'honneur de ce 14 juillet, ont ensuite laissé place aux forces françaises de tous bords. Des gendarmes, des soldats, des marins qui ont participé aux opérations de secours après le passage de l'ouragan Irma. Comme le veut la tradition, la clôture s'effectue en musique. Avant de quitter la place de la Concorde, le chef de l'État prend un moment pour échanger quelques paroles avec des militaires blessés et leurs familles. Pour assurer la sécurité de ce jour de fête nationale, 12 000 personnes étaient mobilisées à Paris.
Le Pakistan lui observera une journée de deuil demain après cet attentat suicide revendiqué par le groupe terroriste État islamique et qui a tué 128 personnes. C'est une réunion électorale qui était visée à 2 semaines d'un scrutin sur place. Israël a mené une nouvelle série de frappes aériennes dans la bande de Gaza. Cet après-midi, 2 adolescents palestiniens ont été tués. Des raids qui faisaient suite à une confrontation la nuit dernière avec le mouvement islamiste Hamas. Les Palestiniens ont à leur tour riposté vers Israël. 3 jours avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, 12 agents des services de renseignement russes ont été inculpés par le procureur américain. Cela concerne l'enquête sur une éventuelle ingérence du Kremlin dans la dernière élection présidentielle américaine. Ces agents sont accusés d'avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate. Donald Trump qui achève sa visite controversée au Royaume-Uni avec un séjour privé dans son luxueux complexe hôtelier de Turnberry en Écosse avant de rejoindre la Finlande pour y retrouver Vladimir Poutine. L'Écosse, sous la venue du président américain, suscite aussi, on le voit, pas mal de contestations. Retour chez nous avec cette lettre ouverte du personnel de cabine de Ryanair aux passagers, des membres d'équipage qui prévoient, vous le savez, de mener des actions de grève les 25 et 26 juillet prochains. La Belgique fera partie des pays impactés. Le personnel tenait donc à expliquer aux voyageurs pourquoi ils risquent de les mettre dans l'embarras. Julien Crête, Gaëtan Zanqueta. C'est une première dans l'histoire de la compagnie. Du personnel de cabine qui prend la parole par l'intermédiaire des syndicats européens. Une lettre ouverte qui commence par ces mots. Nous avons du respect pour vous, mais notre employeur n'en a pas pour nous. À la fin de la lettre, ces mêmes travailleurs, les plus jeunes en particulier, dénoncent le climat social et les conditions de travail imposées qui plongent beaucoup d'entre nous dans une grande précarité. Eux, maintenant, ils arrivent péniblement à gagner 1 000 € par mois avec toutes les charges qui incombent, les charges de travail, les charges pour venir en voiture s'ils viennent en voiture ou s'ils prennent un bus ou quelque chose comme ça. Quand ils ont payé leur loyer, il leur reste, et quand ils ont payé ce qu'ils ont à manger, il leur reste péniblement 200 € pour finir le mois. Pour rédiger la lettre, les syndicats ont sondé le personnel via l'application WhatsApp. Les travailleurs regrettent que la législation belge ne soit pas prise en compte. Ils regrettent aussi la pression liée aux ventes d'articles et signalent que les membres d'équipage n'ont droit à aucune boisson gratuite sur les vols, par exemple. C'est aucun respect pour le personnel. Dans toutes les entreprises que vous voyez ici en Belgique, vous avez des distributions d'eau qui sont parfois obligatoires en fonction des températures. Et ici, il y a des endroits où ils vont, où il fait particulièrement chaud et c'est particulièrement nécessaire. Pour l'heure, les syndicats belges s'étonnent de ne pas avoir reçu de nouvelles de la direction de Ryanair suite au mouvement de grève annoncé les 25 et 26 juillet. À Charleroi, cela concerne pourtant 20 000 passagers chaque jour qui risquent d'être impactés. Et voici la seule réponse officielle du jour. Ces affirmations sont fausses. Par ailleurs, nous avons entamé des discussions avec des syndicats en Europe et conclu des accords en Italie et en Angleterre. Les syndicats belges, eux, attendent toujours une position. Ils craignent de grosses perturbations lors des jours de grève. C'est parti pour la traditionnelle foire du midi à Bruxelles qui a été inaugurée ce midi. Plus de 130 attractions seront accessibles au public jusqu'au 19 août, dont certaines à sensations fortes. C'est déjà la 138e édition de ce rendez-vous incontournable de l'été dans la capitale. Ce sont des images de Gaëtan Lillon. Revenons au foot et à la Coupe du Monde. C'est donc demain qu'aura lieu la finale entre la France et la Croatie, un pays d'un peu plus de 4 millions d'habitants, comme la Wallonie, et qui compte bien entrer dans l'histoire ce dimanche. Des Croates dont certains vivent aussi chez nous, à Liège notamment, où cette communauté est présente depuis 3 générations déjà. Mathieu Langer et Julien Raouet. À chaque but, l'ambiance est indescriptible. Depuis le début du tournoi, ils en ont déjà inscrit 11. Au Croatia Wandre, c'est à la buvette du club que se rassemblent les Croates de Belgique et même au-delà. Le dernier match, il y a des joueurs de Metz qui sont revenus. L'avant-dernier match, des joueurs de Mons, de Tournai, d'Aken, d'Aix-la-Chapelle. De 300 à 400 supporters à chaque match, de quoi remplir les caisses du modeste matricule 74, le premier club d'Éric de Flandre en 3e provinciale. Le but, c'est de relancer la 3e génération dans notre petit club et de garder cet engouement, cet enthousiasme que l'on a, cette culture qui vient du pays.
Chez Alexier, l'ambiance est plus calme, mais respire le patriotisme des Balkans. Depuis 35 ans, il est le patron du seul restaurant croate de Liège. Et en terrasse, il est déjà l'heure d'encourager ses couleurs. Modric, Rakitic. Il y a un gardien de but, Subasic, mais Modric et Rakitic, c'est tout Modric. Pour moi, c'est parmi les meilleurs joueurs au monde. Fils d'une maman belge et d'un papa serbo-croate, le cœur de Grigori a longtemps balancé. Mais pour lui, cette fois, les hommes de Dalic ont les chances de l'emporter. On me dit oui, ils ont joué un match de plus des Français. Ben oui, 3 fois 30 minutes en plus, ça fait un match en plus et un jour de moins de récupération. Mais moi, je crois que sur un match, il n'y a aucun problème et c'est du 50-50. Au bout de 90 minutes historiques, tous attendent le même rituel. Des coups de klaxon en cortège dans la cité ardente. Si Liège pleurait l'absence des Italiens, au nombre de décibels aussi, cette année, la Croatie jouait la finale. Et on vous retrouve, Anne. L'enjeu est évidemment très important pour les deux équipes. Tant les Français que les Croates vont clairement tout donner pour remporter cette Coupe du Monde. Oui, on a affaire à deux équipes ambitieuses, mais à l'état d'esprit très contrasté, comme on va l'écouter dans quelques instants à travers les propos des coachs. Vous avez d'un côté le sélectionneur croate Zlatko Dalic, qui est lui très enthousiaste, conscient déjà que son équipe est rentrée dans l'histoire. C'est la première accession à une finale pour cette équipe croate. C'est déjà pas mal. Il est conscient aussi qu'il y a toute une ferveur populaire derrière cette sélection croate. D'un autre côté, vous avez un Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui est très prudent, qui visiblement ne s'est pas remis du traumatisme Euro 2016, lors duquel, eh bien évidemment, cette France était qualifiée de favorite. Elle a été battue par le Portugal et pour lui, ce scénario catastrophe ne peut absolument pas se reproduire. Ambiance très contrastée donc en conférence de presse. Il y a 9 joueurs qui sont là aujourd'hui et qui étaient présents à l'Euro et qui savent très bien ce qui s'est passé et malheureusement comment ça s'est fini. Donc ce qui s'est passé il y a 2 ans doit nous servir par rapport à ce qui nous attend demain. La Croatie a oublié tous les problèmes et vécu fière et heureuse durant ces 25 derniers jours. Il y a une telle euphorie que peu importe, que l'on gagne ou que l'on perde, il y aura un événement sismique en Croatie demain. Et cela nous donne une grande force. L'une de nos plus grandes motivations, c'est nos supporters, notre peuple en Croatie. Si Dieu le veut, il y aura 4 millions de personnes dans les rues demain. Ils dépasseront les célébrations argentines et brésiliennes. Et c'est ce qui nous rend grands et fiers. Et voilà pour cette finale. Merci beaucoup, Anne. Et à demain, évidemment. Au Tour de France, c'est à nouveau le Néerlandais Dylan Groenewegen qui remporte au sprint la 8e étape entre Dreux et Amiens. Un 2e succès donc en 2 jours. Et c'est toujours le Belge Greg Van Avermaet qui porte le maillot jaune avant l'étape pavée de demain jusqu'à Roubaix. En tennis, c'est l'Allemande Angélique Kerber qui a remporté pour la première fois le tournoi de Wimbledon. C'est son 3e titre en Grand Chelem. Elle a dominé l'Américaine Serena Williams en 2-7, 6-3, 6-3. Demain, chez les messieurs, c'est Novak Djokovic qui affrontera le Sud-Africain Kevin Anderson en finale. Il a finalement battu Rafael Nadal en 5-7 disputés sur 2 jours. Le sport et le football se déclinent aussi désormais en bande dessinée, mais pas n'importe laquelle, de la BD numérique, autrement dit à lire sur son smartphone. Le concept est né en Corée du Sud et son succès est fulgurant. C'est une nouvelle façon d'intéresser les plus jeunes à ce type de récit. Chez nous, ce sont les éditions Dupuis qui se lancent dans l'aventure. Justine Roldan-Pérez avec Denis Caudron. 12 épisodes diffusés gratuitement à raison de 2 par semaine. Un format entièrement adapté à l'écran du smartphone et une lecture qui se veut rapide. Avec son premier webtoon, la maison d'édition Carolo souhaite séduire la nouvelle génération. Là, comme vous voyez, en fait, on découvre l'épisode. Un épisode, en fait, en moyenne de lecture, c'est 3 minutes. Le jeune, pour lui donner un contenu, aujourd'hui, contrairement aux années précédentes, il faut qu'on lui mette dans la main. Donc, qu'est-ce qu'il a le plus souvent dans la main ? Un smartphone. Ce webtoon met en scène les pratiques pas toujours très orthodoxes du foot en Russie. Le format de narration est différent de la BD traditionnelle et peut donc s'adapter facilement à l'actualité. On est vraiment sur un rythme de production pour les auteurs qui va vraiment s'étaler de semaine en semaine. On va avoir la possibilité d'avoir de nouveaux épisodes
qui viennent. On n'est plus obligé d'attendre une année qu'un auteur termine son album. Pour son incursion dans le monde de la BD numérique, la maison d'édition s'inspire du modèle coréen. Mais en le tirant vers la narration purement franco-belge. Donc ça passe par le type de dessin qu'on utilise, ça passe par le type de narration qu'on utilise, aussi par le type d'histoire qu'on met en place. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, ça donne quelque chose qui n'a pas été fait jusqu'à présent dans le paysage de la bande dessinée franco-belge. D'autres projets sont déjà en cours de préparation, notamment une bande dessinée numérique consacrée aux fake news et une autre au djihadisme. L'image du jour à revoir via notre application RTL Info, c'est celle de ces supporters des Diables qui fêtent ce soir la 3e place de la Belgique à la Coupe du Monde en Russie. Des Diables qui ont battu les Anglais 2-0 cet après-midi dans la petite finale et qui retrouveront leurs fans demain à Bruxelles. Un retour qui s'annonce déjà triomphal et que vous pourrez suivre, je vous le rappelle, en direct sur RTL. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo de Stéphane Van Benningen, suivi du magazine Police de la route. Très belle soirée et à demain. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.